Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, les aléas du direct. On est ensemble en direct pendant 1 heure, ravi d'être avec nous, merci de votre fidélité. Je vais vous emmener en discothèque soirée Halloween, c'est bientôt les vacances, effectivement, les citrouilles et les étudiants et étudiantes de sortie à la Villa Rouge pour la soirée. Ce sera ce jeudi. On va parler aussi de choses sérieuses avec orientation scolaire, avec l'ONICEP. On parlera taureau avec le plus ancien élevage de taureaux, l'élevage du Berrionnais, et on retournera 2 ans en arrière sur une expo qui retrace les 150 ans de cet univers. Dans un instant, nous aurons également sur notre plateau, et nous l'avons, il est là, Christian Siatka. Bonsoir Christian. Bonsoir Julien. Alors ce soir, une info qui va intéresser tout le monde dans votre chronique science, du moins pour tous ceux qui ont un portable. Absolument, tous ceux qui utilisent des appareils électriques et tous ceux qui ont le besoin de recharger leurs instruments. A tout à l'heure, Christian. On parlera de fighting avec notre ami Clément Marcoux avec un bon plan, une nouvelle émission sur TV Sud une fois par mois, un bon plan également à Palavas-les-Flots. Jean Kahn, toujours dans les aléas du direct avec les pompiers. Et tout de suite, eh bien évidemment, des places à gagner pour le festival au Flamenco. Ce sera vendredi à Nîmes, c'est quand même l'événement. N'hésitez pas à nous appeler pour repartir avec vos places au théâtre Christian Liger, 04 67 41 88 36. Voilà pour le programme. Bonne chance au standard. Voici les titres à la une. Le journal dans 1 heure. Bonsoir Marlène Mec. Bonsoir Julien. Après la marche blanche à Béziers, marche blanche et hommage aujourd'hui à Montpellier. Voilà, un hommage cet après-midi à l'enseignante qui s'est immolée par le feu jeudi dans la cour du lycée Jean Moulin de Béziers. 1 millier de personnes a défilé à Montpellier depuis la Comédie jusqu'au rectorat. Une marche silencieuse à l'appel des syndicats de l'éducation nationale qui voulaient dénoncer les cas de plus en plus nombreux de souffrance au travail et leur manque de prise en charge. Et puis, l'incinérateur de Lunel-Viel qui traite chaque année plus de 120 000 tonnes de déchets non recyclables du Gard et de l'Hérault est actuellement interdit. En fait, le premier arrêté préfectoral qui l'autorisait à fonctionner en 1999 a été annulé, mais Ekral exploite actuellement grâce à un arrêté transitoire de 2007. Alors, c'est un petit peu compliqué. On aura plus d'explications dans le journal avec Olivier Roiran. Un petit peu de musique. Un petit peu de musique pour terminer. Il s'agit de jeunes gens de 8 à 18 ans qui sont passionnés par le chant choral. Les 50 élèves de la maîtrise de Nîmes suivent jusqu'à 4 heures de cours intensifs de chant par semaine, effectuent un vrai travail musical. Dans le JT, on assistera à leur premier concert de la saison. Retour du soleil dans la région ce jeudi. Voilà, non, un petit peu. Enfin, le soleil et nuages. En revanche, les températures continuent de baisser. Le matin, il fera frais, jusqu'à seulement 5 degrés à Lunel, 7 à Nîmes et Montpellier, 9 à 7. L'après-midi, les passages nuageux restent très fréquents, je suis désolée. Mais il fera plus doux, entre 17 et 21 degrés à Montpellier. Entre le pull, l'écharpe et les lunettes oui, de ça soleil. va être compliqué encore. Bon, merci Marlène. À tout à l'heure dans 1 heure pour le journal. Je signale que notre invité du jour sera Laurence Rollin de l'association Passéo, une association qui existe depuis 5 ans à Nîmes. C'est une première en France qui accompagne des familles isolées socialement. Reportage dans un instant. On va parler livres. Elle est sur notre plateau déjà. Elle n'a que 13 ans, beaucoup de talent au bout des doigts. Un prix qui récompense les ados, les belles plumes. Le prix Clara 2011. Elle s'appelle Tessa de Conchy. Bonsoir Tessa. Bonsoir. Bienvenue, Montpellier-Rennes et scolarisée au collège de Gignac, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et puis en même temps, voilà, à l'affiche de ce livre. Alors vous êtes plusieurs, vous êtes 6 à avoir écrit, on va dire ça, des nouvelles dans ce livre. C'est le prix Clara qui récompense les talents littéraires. C'était le 6 octobre dernier à Paris. On distingue 6 autres auteurs, dont tu fais partie effectivement, Clara. D'où est venue, Tessa, d'où est venue l'idée de participer à ce prix ? Alors, curieusement, et comme beaucoup des autres lauréats, ça vient des parents ou grands-parents qui m'ont présenté le concours. Et étant donné que j'aimais écrire et que l'histoire de ce prix m'a beaucoup touchée, j'ai décidé de tenter ma chance. Alors vous allez faire une formation littéraire plus tard ou... Non, même pas. J'ai pas forcément envie de me lancer dans le littéraire, plus dans le scientifique. Bon, écrivain en herbe. Et puis Oui. l'idée, effectivement, récompensée parce que ça a bien fonctionné. Alors parlez-nous un petit peu de cette nouvelle qui s'appelle Canis Lupus. Alors c'est quoi ce nom? Vous dites souvent désolé pour ce nom. Oui, désolé pour le manque flagrant d'originalité parce que Canis lupus étant le nom scientifique du loup. Et justement, la particularité de ma nouvelle est qu'elle est racontée à la première personne du point de vue d'un loup. Donc j'ai voulu, entre guillemets, innover avec une narration particulière. Alors vous êtes glissé dans la peau d'un loup? Oui, c'est ça. Alors J'ai vous voulu aimez voir le monde à travers les pupilles d'un animal. Bon, en plus, c'est ça, vous aimez les loups, vous aimez les animaux, vous aimez la nature? Oui. Ça a été ma source d'inspiration d'ailleurs. Je ne me voyais pas écrire une nouvelle dans la peau d'un humain. Oui, c'est vrai que c'est original.
C'est ce type de présentation, essayer d'avoir ce type de vision, bien entendu, d'une personne au travers donc d'un animal. Il y a eu des exemples précédents qui permettaient de voir ceci, et il y avait des narrations, et c'est toujours pas évident de présenter et de retranscrire cette histoire. Alors, c'est vraiment une prouesse. il y a 6 nouvelles, hein, dont la vôtre, Tessa. Expliquez-nous un petit peu en 2 mots l'histoire. Alors, le prix Clara est parti d'une histoire assez tragique. Donc l'histoire de Clara, une jeune adolescente de 13 ans, qui est décédée d'une malformation cardiaque en cours de gymnastique. Et c'est en son honneur que ce prix a été créé parce que Clara aimait lire, Clara aimait écrire. Et ses parents ont trouvé que c'était le meilleur moyen de lui rendre hommage. Et puis d'ailleurs, je crois que tous les bénéfices, une partie, 10 €, hein, le livre, eh bien, sont reversés justement à cette association Clara à l'hôpital Necker à Paris. Oui, c'est ça. Donc une majorité de l'argent gagné est reversé à cette association pour la recherche sur les maladies cardiaques. Qu'est-ce qu'on vous dit dans la cour de récré, Tessa? Quand on dit bah, j'ai eu ce prix, c'est pas mal quand même. Oui, ils sont assez fiers de moi, mais en même temps, c'est pas énorme. Bah, vous avez quand même rencontré des collégiens aujourd'hui. Oui, ce matin. Oh, c'est pas mal. Oui. Vous voulez faire quoi plus tard? Travailler dans la zoologie. Donc, Ah bah voilà, le loup, les animaux, on oui, y est. Mais pas forcément m'orienter dans le littéraire. Peut-être Bien. écrire en parallèle, mais pas en faire mon métier. Il y avait un message que vous vouliez passer dans ce livre, Tessa de Conchy? Pas forcément un message, mais plus rendre mon récit immersif pour emmener mes potentiels lecteurs dans mon monde à moi et de pouvoir les faire pénétrer dans mon monde, quoi. Pas franchement un message au niveau moral, mais plus une émotion que je voulais faire partager. Bon, cette nouvelle s'appelle Canis Lupus aux éditions d'Ormesson. Ça coûte 10 €. C'est pour la bonne cause, le prix Clara. Ça s'appelle Nouvelles d'ado, hein, parce que voilà, il y a 6 nouvelles, dont vous, effectivement. Il y a le côté Languedoc-Roussillon avec la Montpelliéraine. Ben, je vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci. Dans vos études, on parlera justement dans un instant d'orientation scolaire pour savoir qu'est-ce que l'on peut faire plus tard. Est-ce que vous sortez un petit peu les discothèques? C'est un peu tôt, non? Non. Non, on y va? Non. Non, pas encore. Bon, en tous les cas, c'est l'affaire de l'association Avenir Santé qui existe depuis une dizaine d'années, hein, c'est ça. Oui. Bonsoir, Julie Bouchard. Bonsoir. Vous êtes la coordinatrice prévention en Languedoc-Roussillon. Alors, c'est une association qui existe depuis plusieurs années. Vous vous adressez avant tout aux 15-25 ans? Oui, c'est ça. On est sur un public 15-25 ans sur la région Languedoc-Roussillon et essentiellement le public étudiant sur toute l'agglomération montpelliéraine. Alors, quel est l'objectif de votre association Avenir Santé? Alors, l'association Avenir Santé fait de la prévention en santé par les jeunes, pour les jeunes. Donc, l'idée, c'est de proposer à des jeunes de s'engager dans une association et de se rendre utile, d'aller auprès d'autres jeunes pour faire passer un message de prévention dans les soirées, sur les cités universitaires ou les facs. Voilà. Bon, Tessa, vous aimez lire, vous aimez écrire, vous aimez aussi vous impliquer dans des associations un petit peu? Non, disons que c'est pas franchement. Je peux le faire quand il y a la possibilité, mais c'est pas. C'est Pour pas après. spontané, ouais. Pour la suite, c'est pas d'actualité pour l'instant. Bon, ce sont des actions de prévention en matière, donc lutte contre la drogue, les rapports non protégés, En fait, l'alcool c'est- évidemment. Voilà, c'est tout ce qui est risque festif. Donc, c'est tout ce qui est en lien avec les consommations d'alcool, les autres consommations de drogue, voilà, risque non protégé, audition également. Voilà. Donc, qu'on prévient dans les soirées même, là où les risques se prennent, et aussi en amont des soirées sur les lieux de vie des étudiants. Alors c'est quoi? C'est le campus, c'est la fac? C'est ça, campus, fac, les cités universitaires, les restos U aussi, parce qu'on n'est pas que sur les risques festifs quand même, on est aussi sur l'alimentation et d'autres projets. Mais là, sur ce projet-là, pour lequel on recherche là maintenant des bénévoles, on est en début d'année, c'est essentiellement les risques festifs. Voilà, vous recherchez des bénévoles pour les former le 5 novembre prochain. Voilà, parce que c'est la rentrée, besoin de bénévoles, besoin avant tout d'étudiants, de jeunes. Vous dites Pas les forcément jeunes pour les étudiants, mais jeunes. c'est vrai que comme on couvre beaucoup les soirées étudiantes, du coup, c'est plus des étudiants qui sont nos bénévoles, voilà. Mais effectivement, Tessa serait trop jeune, en fait. On a besoin de jeunes qui ont entre 18 et 25 ans, sachant qu'il faut être majeur pour aller en boîte, quoi. Une formation le 5 novembre pour être au moins dispo de soirée dans l'année.
Voilà, alors le but, c'est qu'on n'intervient pas sans formation sur le terrain. Donc, on a une journée de formation très interactive. Hein. Ce n'est pas un cours magistral. On apprend à servir des outils qu'on va servir sur les soirées, à aller vers les gens, leur montrer un peu comment on écoute. Et puis, 2 soirées dans l'année, c'est l'engagement qu'on propose pour des étudiants qui habituellement ne s'engagent pas par manque de temps. Alors, je suis intéressé, je viens le 5 novembre, je m'inscris, je vous appelle. Oui, vous pouvez m'appeler. 06 Alors, 06 89 21 94 16. Je plaisantais pour le portable, hein, mais D'accord. voilà, redonnez-le. Non, hein. il est là. Il est là. Sinon, il y a un site internet, évidemment. Et voilà, le site internet où on peut trouver un max d'informations et les coordonnées de l'association sur la région. Voilà, un habitant sur 4, hein, qui est quand même un étudiant à Montpellier. On aime bien faire la fête, mais avec modération, c'est bien de faire aussi de la prévention. Merci beaucoup, Julie, d'être venue sur ce plateau. On va parler science tout de suite avec la chronique de Christian Siatka. Alors en préparant l'émission, ça m'a fait tilt. Plus besoin de chargeur dans quelques années, Christian. On Tout à base d'une chaussure, paraît-il, à partir d'une pour son chaussure, portable. Tout à fait, effectivement. C'est une découverte qui est assez originale et qui date d'il y a quelques semaines. Ce sont des chercheurs de l'université de Wisconsin qui ont trouvé une technologie qui est particulière et qui permet d'emmagasiner donc de l'électricité à partir donc de liquides qui se déplacent. Alors, pour vous simplifier très basiquement ce qui se passe. Quand on met de l'eau, on sait parfaitement étaler de l'eau en y mettant une charge électrique. C'est-à-dire qu'on a l'eau qui fait une surface, on peut l'étaler en y mettant de l'électricité. Eh bien, les chercheurs ont utilisé cette technologie qui s'appelle la technologie du mouillage. Ils l'ont inversée et ils récupèrent de l'électricité en frottant donc des particules qui sont liquides. Et ces particules qui sont liquides, eh bien, ce sont des particules constituées de billes métalliques, notamment un composé qui s'appelle le galistan. Et en frottant ce galistan contre des métaux, eh bien, ils arrivent tout simplement à produire de l'électricité. Alors ils ont eu l'idée de mettre ceci dans des petits sachets et de greffer ces petits sachets, devinez où, sous la semelle d'une chaussure, comme on peut le voir ici à l'image. C'est-à-dire pendant qu'on marche. Pendant qu'on marche. Alors ces petits sachets vont frotter le liquide. Le liquide va permettre donc de circuler et de générer de l'électricité. Il faut savoir que c'est quelque chose qui va être en phase de brevet. Bien entendu, là, ce que vous avez pu voir, ce sont des prototypes. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en matière de rendement, eh bien, ça a exactement le même rendement que donc des panneaux solaires à surface équivalente. C'est-à-dire que cela peut générer donc des puissances de 1 à 10 watts par heure. C'est-à-dire qu'en marchant environ 2 heures, eh bien, vous pouvez largement recharger votre téléphone portable. Alors vous imaginez bien que les applications vont être multiples. Recharger son téléphone portable, recharger donc les piles de son ordinateur, etc. Mais surtout des applications militaires, bien entendu, pour essayer de recharger tout un ensemble d'équipements très sophistiqués qui sont portés par les fantassins. Alors c'est inventé par les Américains, mais c'est repris chez nous voilà, à Aix-en-Cévennes. alors en Languedoc-Roussillon, ce sera l'école des mines d'Alès qui va reprendre ce concept pour l'exploiter donc d'un point de vue industriel. Alors quand, Christian Siatka, va-t-on pouvoir recharger grâce à Écoutez, ses chaussures son priori, portable? Le projet est défini d'ici 2 ans. D'accord, le prototype est sorti, donc d'ici 2 ans, ils espèrent commercialiser ceci, donc dans des coûts raisonnables, bien entendu, parce que ces composés, bien entendu, qui viennent juste d'être brevetés, coûtent très cher. Et l'idée, c'est de pouvoir les produire à très haut débit pour pouvoir diminuer le coût, bien entendu. Mais raisonnablement, d'après les informations que j'ai eues, d'ici 2 ans, les premières chaussures qui vont permettre de régénérer les batteries de portable, eh bien, vont être disponibles sur le marché. Il faut savoir que, vous allez me dire, avoir une prise USB sur le côté de sa chaussure pour pouvoir avoir un fil... Drôle de look, hein. Drôle de look. Eh bien, pensez-vous, les chercheurs sont en train déjà d'imaginer un système de recharge et de transmission d'énergie sans fil. Sans fil. Voilà. Donc, on n'arrête jamais le progrès. Jamais le progrès, et je serai là pour essayer de vous donner des informations complémentaires sur l'évolution de ce type de technologie qui m'intéresse particulièrement. Le prix de ce prototype, finalement? Écoutez, ce prototype est estimé entre 2500 et 4000 $. Ah oui, donc... La chaussure, et non pas la paire, donc il en faut 2, donc vous multipliez ceci par 2. Bien entendu, ce n'est qu'à l'état de prototype, et des fois, vous savez, c'est même très difficile de chiffrer des prototypes, puisque bon, ce ne sont que des modèles uniques. Bah, mieux vaut avoir son chargeur pour l'instant. Pour l'instant, il vaut mieux se munir de son chargeur et de chercher sa petite prise de 220 volts pour recharger son téléphone portable. Qu'est-ce que vous en pensez, Olivier Brunel? Moi, ça m'intéresse, parce que j'oublie toujours mon chargeur, donc ça m'intéresse.
Ça va intéresser effectivement tout le monde. Bonsoir Olivier, Bonsoir. vous êtes directeur régional de l'ONICEP. Alors quand on dit ONICEP, on pense orientation, on pense au bac. Alors c'est dans quelques mois, effectivement, la QV 2012, mais on s'y prépare déjà. On n'a pas forcément les dates pour l'instant du bac 2012 en Languedoc-Roussillon. Pas encore les dates du bac, mais c'est rarement une surprise. Hein. Ça tourne toujours quand même autour de la même période. Et moi, je suis un peu le rabat-joie. On vient à peine de rentrer que je parle déjà de la suite, quoi, quelque part. On a l'impression de rentrer juste de vacances et je suis déjà en train de dire aux élèves, pensez à certaines dates, quoi. Tessa, vous savez quelle est la première épreuve au bac? Non, absolument pas. La philo. Vous êtes en quelle classe? Troisième. Troisième. Ah, c'est le brevet. Oui. C'est le brevet, effectivement, dans quelques mois. Alors, faut s'inscrire. Qu'est-ce qu'on peut dire aux jeunes et aux bacheliers, là, aux élèves de terminale? En ce moment, là, il y a quelque chose d'assez particulier qu'il faut savoir, c'est que les écoles du secteur social, moniteurs éducateurs, éducateurs jeunes enfants, assistantes sociales, demandent aux jeunes qui sont intéressés par ces études de s'inscrire pour participer à la sélection. Donc, il ne faut pas attendre trop janvier, c'est maintenant, octobre, novembre maximum, qu'il faut avoir fait cette démarche. Donc, il faut vraiment ne pas la louper. Alors, sur Internet ou version papier? Sur Internet, mais surtout en prenant contact avec les écoles pour accomplir ces démarches, pour ne pas regretter au mois de juin de ne pas y avoir pensé et finalement de perdre un an éventuellement dans cette poursuite d'études. Alors, mise en ligne du calendrier 2012 sur Internet et puis également donc, pour les dates d'inscription. L'info également, on parle beaucoup de l'ordi cette année qui était effectivement avec vous le conseil régional et aussi l'ONICEP. 32 000 PC qui ont été offerts aux élèves et ça continue dans la région, aux élèves de seconde uniquement. Vous avez fait un partenariat avec le conseil régional? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que l'ordi est un merveilleux instrument, mais il sera encore plus merveilleux s'il permet d'accéder à des ressources. Et ces ressources, c'est constitué dans un partenariat région-rectorat autour de ce qu'on appelle l'espace numérique de travail. Et au sein de cet espace numérique de travail, où on aura des choses liées à la vie scolaire, à l'emploi du temps, aux absences, mais aussi à des prolongations de cours proposées par certains professeurs, des exercices, on a aussi un espace qui est prévu, qui s'appelle WebClasseur, qui est un espace de travail autour de l'orientation, de façon à glisser des informations aux élèves, à leur permettre de travailler cette question avec leur professeur principal. Et puis à terme, on trouvera par exemple dans cet espace de travail le fameux calendrier qu'on évoque sur des inscriptions dans l'enseignement supérieur. Alors c'est une sorte d'intranet? C'est une sorte d'intranet, effectivement, qui est potentiellement utilisé dans quelques années. Il faut y penser par... allez, je vais tenter le chiffre, mais si tous les élèves s'y mettaient et tous les enseignants, on serait sur un intranet de 500 000 personnes. C'est quand même pas mal. Les ordis, il n'y a pas d'ordi de la région à l'école de l'ADN à Nîmes? Non, pas du tout, mais cependant, nous sommes impliqués dans le cadre d'un programme où nous mettons à contribution tout un ensemble d'éléments numériques pour pouvoir valoriser donc, ces ordinateurs qui sont à destination des élèves de seconde. Et ça, l'année prochaine, vous aurez votre ordi, si vous passez en seconde. Oui. Bon, l'après-bac, on s'y prépare également. Que faire justement après le bac? Eh bien, il y a un guide également que l'ONICEP propose, 15 000 formations, 6 000 métiers répertoriés. Voilà, tout à fait. On a finalement deux sources importantes maintenant. Une source qu'il faut vraiment regarder de près pour les élèves de première et de terminale, c'est Admission Post-Bac, un site internet qui n'est pas simplement un site de candidature pour l'enseignement supérieur, mais un vrai site d'information où il y a beaucoup de choses. Et puis, au niveau régional, nous complétons cela par un guide papier, mais qu'on trouvera aussi sous forme électronique sur le site onicep.fr/Montpellier, tout simplement, la partie Montpellier de l'ONICEP, de façon à ce que les parents et puis les élèves sachent un peu à l'avance tout ce que la région offre d'opportunités de formation. Bon, alors on va sur votre site internet pour avoir effectivement toutes les infos, pour préparer son orientation, que faire après le bac, pour avoir connaissance bien du calendrier des prochaines épreuves du bac parce que ça approche. Et le message, donc, avant la fin de l'année, commencez vraiment aux élèves de terminale, c'est ça le message, Olivier? Faire un premier choix? Le message, c'est bien que c'est difficile de l'entendre, mais ne laissez pas passer Noël avant de vous y intéresser. Bon, voilà. C'est important, avant les cadeaux sous le sapin. Merci beaucoup, Olivier Brunel, d'être venu sur ce plateau. On passe à la chronique Tendid au Sud, tout de suite sur TV Sud. Bonsoir Christophe Chay. Il n'est pas là. Il est parti à Madrid. Pourquoi? Parce que tout simplement, il va nous ramener des images pour son émission Tendid au Sud. C'est ce soir à 20h45. Il va nous parler du plus ancien élevage de taureaux braves, l'élevage du Berrionnais, établi à Arles, en plein cœur de la Camargue, qui va mettre un point final ce week-end à la saison tauromachie française. Cet élevage avait proposé il y a 2 ans une exposition tout à fait exceptionnelle. Retour en images sur cet événement et sur ce grand nom de l'élevage français. Reportage, images, montage de Christophe Chay.
150 ans d'histoire, 150 ans de la vie d'une manade, 150 ans pour retracer la trajectoire d'un élevage unique au monde, celui de la famille Yonnet, dont la ganaderia, fondée en 1859 par Joseph Yonnet, a été la première en France à mélanger du bétail camarguais avec des vaches de race brave importées de Navarre. Une première qui allait être à l'origine d'un élevage aujourd'hui considéré comme une référence par les aficionados. C'est clair que pour les aficionados, je pense qu'au même titre que des ganaderias célèbres comme Murat, comme Pablo Romero, ça reste un élevage aujourd'hui. Oui, il ne faudrait pas que l'afition passe à côté de la plaque et qu'on parle beaucoup des élevages espagnols, mais on a chez nous un élevage qui a une existence de 150 ans, alors certes avec une évolution qui est passée du croisé au pur taureau espagnol dans les années 40. Mais bon voilà, l'élevage est là, il est sorti, c'est le seul élevage français à être sorti dans toutes les grandes, je dirais, arènes espagnoles, Barcelone, Séville et Madrid, et qui aujourd'hui est capable de faire le plein dans n'importe quelle arène française, au même titre que ces élevages que l'on a cités précédemment, Murat et Pablo Romero entre autres, et même peut-être Victorino. Voilà, donc oui, bon, c'est un élevage important et bon, à plus forte raison pour moi parce que les taureaux, la tauromachie, je les ai connus ici avant de les connaître sur les gradins des arènes. Aficionado gardois, membre du club taurin Pablo Romero, Laurent Giner a travaillé pendant des mois aux côtés de la famille Yonnet et des principales associations taurines de Provence et du Languedoc pour collecter un grand nombre de documents rares retraçant la chronologie de la manade Yonnet, l'élevage de race brave, mais également les chevaux Camargue, sans oublier tous les taureaux importants qui ont fait flotter haut dans les pistes les couleurs vertes et blanches de la devise de la Bélugue. J'ai été un petit peu l'électron qui a rassemblé tout le monde, voilà, et voilà, ça a vraiment été un grand bonheur. Et donc je l'ai dit tout à l'heure dans le discours, mais c'est vrai que cette exposition, c'est l'exposition de tout le monde. Ce qui fait plaisir, c'est qu'on regarde les assoulaires, on regarde les affiches, tout le monde est présent, toutes les villes taurines sont présentes, tout le monde est là et c'est l'exposition de tout le monde. Des arbres généalogiques richement illustrés, que ce soit pour tous les membres de la dynastie des Yonnet, mais également concernant le lien entre l'élevage et les origines historiques du taureau de race brave. Des photos, des affiches, des coupures de presse et des azulejos pour rappeler la dimension de la manade Yonnet depuis une soixantaine d'années dans les plus grandes arènes de France et d'Espagne. Une exposition visible encore pendant un mois au Mas de la Bélugue et qui a ravi le Ganadero en personne. Ça, je dois dire qu'ils ont fait un travail de recherche énorme, hein. Que ce soit Laurent Giner ou Marie-Pierre, ils se sont mis minables pour aller chercher des choses. On se demande où ils les ont trouvées. Même moi, j'ai découvert des choses, des Vuelta al Ruedo dont je ne me souvenais plus. Et on a fait le compte, par exemple, que depuis que j'ai pris les choses en main, on a fait 28 Vuelta al Ruedo et un indulto. Prochain anniversaire, les 500 ans de la confrérie ? Ah oui, en 2013, les 500 ans de la confrérie, ça aussi c'est quelque chose qui me tient à cœur et qui est important. Rendez-vous donc est pris en 2013 pour le 500e anniversaire de la confrérie des Gardians et une nouvelle levée des tridents. Alors, il y a une expo, mais également un livre qui retrace les 150 ans du plus ancien élevage taurin de la région, de Languedoc-Roussillon, de la Camargue, du Berrionnais. N'hésitez pas à l'acheter, c'est avec TV Sud dans toutes les librairies de la région. Merci à tous nos invités, Olivier Brunel de l'ONICEP, Julie Bouchard de Avenir Santé, les bénévoles, la formation c'est 5 novembre. Merci beaucoup, achetez ce livre, c'est pour la bonne cause. Il est écrit notamment par Tessa de Conchy, s'appelle Nouvelle d'ado, qui a eu le prix Clara 2011. À la semaine prochaine, Christian. Dans un instant, musique, soirée, boîte de nuit et notre invité Laurence Rollin de l'association Passéo à Nîmes. A tout de suite après la pub.